Durant l'été 1970, sous le soleil brûlant du Mexique, l'équipe nationale brésilienne a enflammé les cœurs du monde entier, signant un parcours inoubliable lors de la Coupe du Monde. Premier tournoi télévisé en couleur, il a sublimé les maillots jaunes et bleus de la sélection, plus éclatant que jamais. Composée d'une génération de joueurs talentueux surnommés « la belle équipe », elle a déployé un style de jeu flamboyant et artistique, transformant le football en un véritable art et redéfinissant à la perfection le concept de « Jogo Bonito », beau football. Non seulement ils ont remporté la Coupe Jules Rimet, mais ils sont aussi entrés dans la légende. Derrière ces moments de gloire se cachaient des joueurs au destin bien différent. Plus de 50 ans ont passé et le temps a laissé des traces diverses sur leur vie. Certains sont devenus rois, d'autres médecins, certains se sont retirés du monde, et d'autres encore ont vu leur parcours brutalement interrompu par une tragédie. Revenons sur les hauts et les bas de ces joueurs qui ont incarné l'âme de cette génération dorée. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, à 29 ans, endossa le rôle d'attaquant et de milieu offensif au sein de l'équipe brésilienne de 1970. Après le traumatisme de la Coupe du Monde 1966, il revint avec la maturité, le courage et l'influence d'un véritable maître. Il ne courait plus autant qu'à ses débuts, mais chaque touche de balle créait des occasions franches, chaque passe était décisive. Avec 4 buts et une série de passes décisives, notamment cette passe lumineuse pour Carlos Alberto en finale, Pelé s'imposa comme l'âme, le plus grand chef d'orchestre du Brésil de 1970. Intelligent, raffiné et d'une classe supérieure. Loin des projecteurs mexicains, la carrière et la vie de Pelé ont continué d'être marquées par des événements internationaux. Il n'a pas seulement joué au football, il l'a exporté vers de nouveaux horizons. Son arrivée au New York Cosmos dans les années 1970 a semé les graines d'une véritable passion pour le football aux États-Unis. Après sa retraite, le roi du football est devenu ambassadeur de bonne volonté, ministre des Sports brésiliens et l'égérie de nombreuses marques. Il a vécu sous les feux de la rampe, s'investissant dans des activités sociales et veillant à préserver son héritage. Malgré plusieurs mariages et des épreuves liées à sa santé et à sa famille, il a toujours conservé son sourire radieux, symbole de la joie du football. Ce qui mérite réflexion, c'est la similitude entre Pelé sur le terrain et Pelé en dehors. Sur le terrain, il était au centre de toutes les actions. Andy Hoare, il était au centre de l'attention mondiale. Il était né pour être une star éternelle, un homme qui portait sur ses épaules les espoirs de toute une nation. Cependant, le parcours d'un roi a aussi une fin. Après de longues années de lutte contre le cancer, le 29 décembre 2022, Pelé, le roi du football, s'est éteint à l'âge de 82 ans. Sa disparition a bouleversé le monde entier, mais son héritage est immortel. Il n'était pas seulement un joueur, il était le football incarné. Carlos Alberto Torres, latéral droit, et capitaine du Brésil en 1970. Est devenu, à 25 ans, un symbole de défense exemplaire et magistral. Si Pelé était l'âme de l'équipe, Carlos Alberto en était le cœur et la voix qui inspirait confiance, jouant toujours avec sérénité et assurance. Solid in defense. Il n'hésitait pas non plus à se projeter vers l'avant comme un véritable ailier. Le moment qui a immortalisé son nom fut son tir foudroyant contre l'Italie. En finale, considéré comme le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. La parfaite illustration du jeu collectif légendaire du Brésil de 1970. Après son apogée en 1970, Carlos Alberto continua de briller avec Santos, puis retrouva Pelé au New York Cosmos. Retraité du football, il se tourna vers l'entraînement et connut un certain succès, menant Flamengo au titre de champion d'Espagne. Il devint également un commentateur avisé, réputé pour son franc-parler et son tempérament direct, à l'image de son jeu sur le terrain. Sa vie resta intimement liée au football jusqu'à son dernier souffle, faisant de lui un guide spirituel pour les jeunes générations. L'image du capita sur le terrain s'est imposée à lui de façon singulière. Il a toujours été un meneur, un homme qui osait parler, agir et exiger la perfection. Cependant, ce cœur vaillant s'est arrêté de battre trop brutalement. Le 25 octobre 2016, Carlos Alberto est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 72 ans. Le grand capitaine nous a quittés, mais l'image de lui embrassant le trophée de la déesse d'or restera à jamais un symbole de victoire. Félix Mieli Venerando, à 32 ans, était le gardien discret mais indispensable de la Coupe du Monde Brésil 1970.
Souvent sous-estimé au sein d'une équipe regorgeant de stars offensives, Felix, avec son physique longiligne et ses réflexes fulgurants, réalisait des arrêts exceptionnels, notamment celui qui repoussait la tête de Lee, Angleterre, maintenant ainsi le moral des troupes. Véritable pilier silencieux, il encaissait les plus grandes pressions tout en assurant la sécurité de l'ensemble de l'équipe. Après la Coupe du Monde, Félix n'a pas connu le même succès que ses coéquipiers. Il a pris sa retraite et a mené une vie plutôt difficile, travaillant comme vendeur et directeur commercial pour subvenir à ses besoins. Il portait toujours en lui une profonde tristesse, car il avait le sentiment que ses efforts n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Il est néanmoins resté un père et un mari dévoué, menant une vie honnête et simple. Le destin de Félix semble à l'opposé de la gloire des terrains de football. Champion du monde peinant à gagner sa vie, héros discret toujours en quête de reconnaissance. Mais ce combat a pris fin. Félix est décédé le 24 août 2012 des suites d'un emphysème. Sa disparition a enfin permis aux Brésiliens de reconnaître et d'honorer la véritable valeur de ceux qui, Jadis, ont porté le rêve de la Coupe du Monde. Wilson Piazza, alors âgé de 27 ans et milieu de terrain, a sacrifié son poste pour évoluer en défense centrale lors de la Coupe du Monde 1970, au bénéfice de l'équipe brésilienne. Son adaptabilité et son sacrifice ont permis au Brésil de se doter d'une défense solide, également performante dans le jeu au pied et de devenir un point d'appui efficace pour les attaques menées depuis la surface. Après sa brillante carrière à Cruzeiro, Piazza s'est engagé dans le militantisme social. Il s'est lancé en politique, devenant président du syndicat des footballeurs professionnels et luttant pour les droits et les pensions des anciens joueurs. Il s'est fait le porte-parole de ses collègues les moins fortunés. Celui qui sait se sacrifier sur le terrain devient, dans la vie réelle, un défenseur des droits d'autrui. Aujourd'hui, Piazza demeure une figure respectée du management sportif brésilien. Gerson de Oliveira Nunes, à 29 ans, était le cerveau de l'équipe du Brésil de 1970. Si Pelé régnait en maître, Gerson était celui qui imposait le rythme et orchestrait chaque mouvement de l'équipe. Doté d'un pied gauche redoutable et d'une maîtrise exceptionnelle du jeu, il décidait des phases d'attaque et de défense du Brésil. Son button final, qui porta le score à 2-1, fut le tournant décisif. Une frappe lointaine, froide et d'une précision chirurgicale, qui illustra son influence cruciale sur le jeu de l'équipe. Après avoir atteint les sommets de sa gloire, Gerson a continué d'entraîner des milieux de terrain dans des clubs brésiliens. Cependant, sa vie a également été marquée par une célèbre polémique au Brésil, surnommée la loi Gerson, née d'une publicité pour des cigarettes à laquelle il avait participé, et qui véhiculait l'idée de prendre des raccourcis pour obtenir des avantages. Il lui a fallu de nombreuses années pour expliquer qu'il avait toujours prôné l'intégrité. Après sa retraite, il est devenu un commentateur radio renommé et sa voix claire et son franc-parler continuent d'influencer les émissions, tout comme il le faisait sur les terrains. Cerveau sur le terrain et langue acérée à la radio. Gerson a toujours été du genre à contrôler le jeu à sa manière. Actuellement, Gerson vit toujours à Rio de Janeiro, et bien que sa santé se soit dégradée avec l'âge, son esprit combatif et sa vivacité d'esprit, surnommé le pied gauche d'or, ne se sont jamais estompés. À 24 ans, Roberto Rivellino incarnait la puissance et l'éclat sur le flanc gauche du Brésil de 1970. Doté d'un pied gauche explosif et du fameux dribble Elastico, il créait systématiquement des occasions grâce à des coups francs tonitruants et des passes longues d'une précision millimétrée. Son image de moustache fournie et son style de jeu technique caractéristique ont fait de Rivellino une figure emblématique de la génération dorée de 1970 et même une source d'inspiration pour Diego Maradona. La carrière de Rivellino continua de s'épanouir après 1970. D'abord à Corinthians puis à Fluminense, avant de s'installer en Arabie Saoudite pour sa retraite, où il fut considéré comme une légende du football. Après avoir raccroché ses crampons, il devint un commentateur sportif très apprécié à la télévision brésilienne. Sa vie fut toujours empreinte de joie et de respect de la part de ses collègues. Gardien du concept de beau football, il critiquait sans cesse les styles de jeu pragmatiques et violents. L'image d'un artiste romantique sur le terrain coïncide parfaitement avec celle d'un Rivellino galant, élégant et passionné dans l'art du football au quotidien. Aujourd'hui, Rivellino est toujours vivant et en pleine forme. Il apparaît régulièrement à la télévision et son Elastico reste la première leçon pour tout enfant brésilien qui veut jouer au football.
en 1970. À 25 ans, Everaldo Marques da Silva était un latéral gauche solide et fiable pour le Brésil, équilibrant parfaitement le jeu offensif de Carlos Alberto sur le flanc opposé. Son style de jeu, simple mais intense et extrêmement efficace, apportait une grande stabilité à la défense. L'étoile dorée qui orne aujourd'hui le blason du Grêmio est un hommage à Everaldo, premier joueur du club à remporter la Coupe du Monde. Everaldo était au sommet de sa carrière, considéré comme le meilleur latéral gauche du Brésil à l'époque, et avait entamé sa carrière politique pour tenter d'aider la communauté défavorisée où il était né. Son avenir semblait prometteur, tant sur le plan sportif que social. La solidité sur le terrain promet une vie solide. Cependant, la tragédie frappa de façon brutale. Le 27 octobre 1974, dans un terrible accident de voiture, Everaldo périt sur le coup, ainsi que sa femme et sa fille. Il s'éteignit à l'âge de 30 ans, laissant derrière lui un profond choc. La star s'éteignit en pleine gloire, laissant une douleur inconsolable dans le cœur des supporters de Grêmio et des Brésiliens. Jairzinho Jair Ventura Filho, à 25 ans, était un symbole de puissance et d'explosivité au sein de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du Monde 1970. Surnommé la Tempête, il a établi un record sans précédent en marquant dans tous les matchs disputés par le Brésil, avec un total de 7 buts en 6 rencontres. Doté d'une vitesse fulgurante et d'une force physique hors du commun, Jairzinho était tel un char d'assaut déferlant sur l'aile droite, exerçant une pression constante et semant la terreur dans toutes les défenses adverses. Après ce tournoi mémorable, Jairzinho a poursuivi son parcours dans de nombreux clubs en France, au Venezuela et en Bolivie. Après sa retraite, sa contribution a été encore plus précieuse que ses buts. C'est grâce à son œil de lynx que le jeune Ronaldo, surnommé l'Alien, a été repéré à l'âge de 14 ans, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le football brésilien. Aujourd'hui, la vie de Jairzinho est plutôt paisible comparée à celle de ses coéquipiers. Il se consacre à la formation des jeunes et participe parfois à des commémorations. Entre le terrain et la vie, Jairzinho incarne une transition fascinante. Sur le terrain, il est féroce et bruyant comme une tempête, mais en dehors, c'est un mentor discret, qui nourrit avec soin l'avenir de ses joueurs. Aujourd'hui, à 70 ans, Jairzinho est toujours vivant et en bonne santé, et continue d'être un témoin vivant, un monument qui raconte des histoires héroïques du passé à la jeune génération. Clodoaldo Tavares de Santana, à 20 ans, était le Benjamin de l'équipe du Brésil de 1970. Discret et efficace, il laissait briller ses aînés, mais son moment de gloire fut un dribble spectaculaire qui lui permit d'éliminer 4 joueurs italiens dans sa propre moitié de terrain, ouvrant la voie au but qui scella la victoire 4-1. Ce geste, alliant à la perfection solidité défensive et improvisation empreinte de l'esprit de samba, reflétait parfaitement la personnalité de Clodoaldo. Clodoaldo a passé toute sa carrière à Santos. Après sa retraite, il a continué à œuvrer pour le club en tant qu'entraîneur et directeur technique. Il a mené une vie paisible, à l'abri des scandales, et était respecté comme un gentleman du football. Le calme et l'assurance dont Clodoaldo faisait preuve sur le terrain à l'âge de 20 ans se sont transposés dans sa vie. Une carrière et un mode de vie solide, loyaux et dignes de confiance. Aujourd'hui, Clodoaldo demeure une figure importante à Santos, un symbole de loyauté et de dévotion. Hercules Brito Ruas, 30 ans, était un défenseur central solide, considéré comme le pilier de la Coupe du Monde 1970 au Brésil. Doté d'un style de jeu puissant et physique, Brito assumait les tâches ardues et agressives indispensables pour contenir l'adversaire au sein d'une équipe regorgeant de talent. C'était lui qui accomplissait le travail ingrat mais essentiel, permettant ainsi à ses coéquipiers de briller sur le terrain. Après sa retraite, Brito se retire dans une vie plutôt privée. Il participa peu aux médias et aux entraînements de haut niveau, préférant mener une vie simple à Rio de Janeiro. Satisfait de sa carrière, il apparaissait rarement en public. Sa dureté et son sang-froid sur le terrain semblent refléter sa façon de gérer la célébrité, la laisser derrière lui de manière décisive pour trouver la paix. Brito vit encore aujourd'hui une vieillesse paisible, étant l'un des derniers témoins vivants de l'ancienne ligne de défense en acier. Tostão, Eduardo Gonçalves de Andrade, à 23 ans, était un génie paradoxal au sein de l'équipe du Brésil de 1970. Bien qu'il évoluât en tant qu'attaquant, il ne s'appuyait pas sur sa force physique, mais sur son intelligence et ses déplacements subtils, devenant ainsi le premier exemple du rôle de faux neuf,
Les courses de Tostão sur les ailes étiraient constamment la défense adverse, créant des espaces pour que Pelé et Jairzinho puissent briller. Ce qui le rendait encore plus remarquable, c'est qu'il a disputé l'intégralité du tournoi avec un seul œil, après avoir subi une opération pour un décollement de la rétine, acceptant le risque de perdre la vue pour contribuer à l'équipe nationale. La tragédie et la fortune de Tostão se sont manifestées très tôt. 3 ans seulement après son triomphe en Coupe du Monde, à 26 ans, il fut contraint de prendre sa retraite en raison d'une blessure oculaire récurrente. Mais c'est alors qu'il écrivit une autre histoire extraordinaire. Tostão entreprit des études de médecine, devint médecin et vécut retiré du monde, fuyant toute forme de notoriété footballistique pendant des décennies. Il revint plus tard sur le devant de la scène comme l'un des commentateurs et journalistes sportifs les plus perspicaces et brillants du Brésil. Le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie est évident. La sagesse. Sur le terrain, il utilise son esprit pour jouer au football. Et dans dehors, il l'utilise pour soigner et écrire. Aujourd'hui, Tostão profite de sa vieillesse, respecté non seulement comme une légende du football, mais aussi comme un grand intellectuel, un philosophe du football à la plume acérée. Paulo César Caju, à 20 ans, était un atout stratégique pour le Brésil en 1970, capable d'évoluer à n'importe quel poste en attaque. Doté d'une technique superbe et d'un style de jeu improvisé, parfois exubérant, il insufflait un vent de fraîcheur et de dynamisme à l'équipe à chacune de ses entrées en jeu. La vie de Caju fut ensuite une véritable montagne russe. Il remporta de nombreux titres, mais sombra également dans une spirale infernale de toxicomanie et d'alcoolisme, ce qui le poussa à vendre sa médaille d'or de la Coupe du Monde et une réplique du trophée Jules Rimet pour rembourser ses dettes. Il dut mener un long combat pour se reconstruire. Son comportement exubérant sur le terrain s'est transformé en une perte de contrôle dans la vie réelle, le poussant dans l'abîme avant qu'il ne retrouve le chemin du retour. Aujourd'hui, après d'avoir réussi à vaincre sa dépendance, Paulo César est devenu commentateur et modèle pour les jeunes, menant une vie plus paisible et ayant trouvé la sérénité. José de Anchieta Fontana, alors âgé de 29 ans, était défenseur central remplaçant dans l'équipe du Brésil de 1970. Réputé pour son style de jeu puissant et intraitable, ainsi que pour son audace dans les tacles, il n'a disputé qu'un seul match. Mais il fut un membre important de la formation brésilienne, contribuant à sa stabilité et à son équilibre. Après sa retraite, Fontana a vécu une vie paisible avec sa famille. Il a continué à se passionner pour le sport en participant à des matchs amicaux amateurs. Mais le destin s'acharna sur ce défenseur inébranlable. Le 9 septembre 1980, lors d'un match de football amical avec des amis, Fontana fut victime d'une crise cardiaque et mourut à l'âge de 39 ans. Le cœur de ce guerrier cessa de battre là où il aimait le plus, sur le terrain de football. Roberto Lopes de Miranda, à 26 ans, était l'attaquant vedette des qualifications, inscrivant le but décisif qui permet au Brésil de se qualifier pour la Coupe du Monde 1970. Cependant, à l'aube du tournoi, le sélectionneur Zagallo prit une décision tactique audacieuse. Sacrifier un attaquant de pointe comme Roberto au profit de Tostão, un faux neuf, afin d'optimiser l'espace pour Pelé. Au Mexique, Roberto disputa 2 matchs, jouant un rôle stratégique précieux, tel un ouragan de puissance physique surgissant lorsque l'adversaire était fatigué. Héros discret, il accepta de se mettre en retrait pour le bien commun sans jamais se plaindre. La carrière de Roberto était indissociable de son surnom Vendaval, la tempête, à Botafogo. Idole de l'équipe aux rayures noires et blanches, il était célèbre pour ses frappes puissantes de loin et ses courses intrépides. Après le triomphe en Coupe du Monde, Roberto a continué à évoluer au plus haut niveau pendant quelques années, avant de rejoindre Corinthians et des clubs de moindre envergure. À l'opposé du tumulte du monde du football, Roberto a choisi une retraite paisible. Il a travaillé pour le gouvernement sur des projets sociaux, aidant les toxicomanes à se réinsérer dans la société. Un travail qui exigeait une grande patience et beaucoup de compassion. Il existe un contraste saisissant entre Roberto sur le terrain et en dehors. Sur le terrain, il est la tempête qui anéantit la défense adverse par sa force. Mais en dehors du terrain, il est une brise réconfortante, pansant les plaies émotionnelles des plus démunis. Aujourd'hui, Roberto Miranda mène une vie paisible, loin des projecteurs. Il reste vénéré par les supporters de Botafogo comme une légende vivante, un symbole du sacrifice immense de la génération dorée. Edu Jonas Eduardo Américo, à 20 ans, était un véritable prodige du football brésilien. Appelé en équipe nationale pour la Coupe du Monde,
1966 à 16 ans. Il était déjà, en 1970, un champion du monde chevronné malgré son statut de remplaçant. Doté d'une technique individuelle exceptionnelle, Edu était comparé à un acrobate du ballon rond. Bien qu'il ne puisse rivaliser avec l'excellent Rivellino pour le poste de titulaire, chacune de ses apparitions sur le terrain, comme lors du match contre la Roumanie, enflammait les tribunes par ses dribbles virtuoses, mettant à mal la défense adverse. Véritable disciple des Pelé à Santos, Edu a connu une carrière brillante sous les couleurs du club. Il a consacré la quasi-totalité de sa jeunesse à Santos, remportant d'innombrables titres nationaux. Après avoir raccroché ses crampons, Edu est resté fidèle au ballon. Il a ouvert des écoles de football, organisé des stages d'été internationaux et transmis l'esprit du Jogo Bonito aux enfants du monde entier. Il a toujours conservé un sourire radieux et une énergie communicative, à l'image du jeune homme qui évoluait sur l'aile. Le point commun entre Edu le joueur et Edu dans la vie réelle, c'est la joie. Sur le terrain, il joue au football pour trouver la joie. En dehors du terrain, il utilise le football pour apporter de la joie aux enfants. Aujourd'hui, Edu est toujours en pleine forme et très actif. Il participe régulièrement à des matchs de charité avec l'équipe brésilienne des vétérans, et ses jambes de rêve semblent infatigables. Dada Maravilha, Dario José dos Santos, à 24 ans, est une figure unique dans l'histoire du football brésilien. S'il ne possède pas la technique superlative de Pelé ou de Tostão, et qu'on lui reproche même sa maladresse, il dispose d'une arme redoutable, la capacité de sauter et de s'arrêter en l'air comme un hélicoptère. Il a d'ailleurs déclaré avec fierté « Il n'y a que 3 choses qui peuvent s'arrêter en l'air. Les colibris, les hélicoptères et Dada. » Lors de la Coupe du Monde 1970, Dada n'a pas joué une seule minute, mais sa présence a insufflé une énergie positive inépuisable grâce à sa personnalité humoristique et optimiste. Après le tournoi, Dada est devenu un buteur légendaire de l'Atlético Mineiro et du football brésilien en général, inscrivant plus de 900 buts au cours de sa carrière. Il était connu pour ses déclarations provocatrices, ses célébrations excentriques et son assurance charmante. Après sa retraite, Dada a mis son éloquence au service de la télévision et est devenu une personnalité très demandée, transformant sa vie en un véritable spectacle où il était un acteur principal adoré. L'image d'un Dada flottant et bruyant sur le terrain lui scie à merveille. Il mène une vie libre et brillante et sait toujours comment faire parler de lui. Aujourd'hui, Dada Maravilha restait un visage familier de la télévision brésilienne. Un vieil homme jovial qui raconte ses exploits glorieux, parfois exagérés, avec un rire sonore. Emerson Leão, à 20 ans, était le plus jeune gardien de but du Brésil et le second choix derrière Félix lors de la Coupe du Monde 1970. Bien qu'il n'ait pas joué une seule minute au Mexique, s'entraîner avec les légendes a contribué à faire de lui l'un des plus grands gardiens de l'histoire du Brésil. Léon était connu pour son style de tacle intrépide, ses réflexes félins et son tempérament fougueux, alliés à une discipline de fer. Après avoir remporté la Coupe du Monde, Léon est devenu le gardien numéro 1 du Brésil lors des Coupes du Monde de 1974 et 1978. Il est entré dans la légende à Palmeiras, mais son plus grand héritage réside dans sa carrière d'entraîneur. Il a dirigé Santos, São Paulo et l'équipe nationale brésilienne. Son style d'entraînement était extrêmement rigoureux, strict et n'hésitait pas à s'opposer aux stars. C'était un homme qui exigeait la perfection et un professionnalisme absolu, parfois à l'extrême. La fougue latente du jeune gardien de but en 1970 s'est muée en un caractère difficile dans la vie réelle. Léon était toujours celui qui menait la danse, un général exigeant qui voulait tout contrôler. Aujourd'hui, Léon a quitté le banc de touche et profite d'une vie rurale dans sa ferme. Mais chaque fois qu'il s'exprime sur le football brésilien, les experts l'écoutent toujours avec respect et une certaine réserve. José Maria Rodrigues Alves, âgé de 21 ans, participe à la Coupe du Monde 1970 comme doublure du capitaine Carlos Alberto. Doté d'un physique imposant et d'une présence remarquable, il est surnommé Super Z. Bien qu'il n'ait guère eu l'occasion de démontrer son talent lors de ce tournoi, éclipsé par le capitaine, Zé Maria ne se décourage pas et considère cette expérience comme un précieux enseignement pour progresser. La carrière de Zé Maria était indissociable de son passage au Corinthians, où il devint un symbole de loyauté et d'un esprit combatif infatigable. Figure emblématique du mouvement démocratie corinthienne au début des années 1980,
Il lutta aux côtés de Socrate pour les droits des joueurs et la démocratisation du football sous la dictature. Cela démontre que Zemaria n'était pas qu'un simple ailier, mais un homme aux grandes idées et au sens des responsabilités sociales aiguisées. La ténacité et la résilience de l'infatigable sur le terrain témoignent d'une volonté de fer. C'est un homme qui court sans relâche, que ce soit pour centrer ou pour défendre une cause juste. Actuellement, Zemaria travaille à la prison de la Fondation Casa, où il enseigne le football et l'éducation civique à des jeunes en difficulté. Il poursuit ainsi un nouveau chemin, celui de semer les graines du bien. À 23 ans, Joel Camargo était un défenseur central flamboyant de Santos, réputé pour son calme, sa dignité et son usage rare de tacles rugueux, lors de la Coupe du Monde. 1970. Il était une doublure de qualité pour la charnière centrale composée de Brito et Piazza. Bien qu'il n'ait pas joué une seule minute, la médaille d'or de la Coupe du Monde a couronné la carrière de ce jeune homme prometteur. De retour du Mexique, l'avenir de Joel semblait radieux, mais le destin lui joua un rôle cruel. Un an plus tard, en 1971, un grave accident de voiture survint alors qu'il était au volant. Sur le coup, il survécut, mais 2 femmes qui l'accompagnaient périrent, et il en garda des séquelles physiques et psychologiques permanentes. Sa carrière, pourtant florissante, s'effondra. Rongé par la culpabilité et la douleur, Joel sombra dans l'alcoolisme et la toxicomanie, vendant peu à peu ses précieux souvenirs et vivant dans la solitude et la misère. La vie glamour et élégante sur le terrain contraste fortement avec la vie misérable et tragique au volant. Une seule erreur, un seul moment fatidique peut briser une vie. Et puis, ces douloureux parcours prit fin. Le 23 mai 2014, quelques semaines seulement avant le retour de la Coupe du Monde au Brésil, Joel Camargo s'éteignit des suites d'une insuffisance rénale à l'âge de 67 ans. Il s'éteignit paisiblement, contrastant fortement avec les acclamations retentissantes du stade Azteca cette année-là, laissant une triste trace dans l'épopée de 1970. Otto Eduardo Roberto Stingen, âgé de 23 ans, était le 3e gardien de but de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du Monde 1970. Ce jeune homme de Corinthians, au visage séduisant et au style de jeu moderne, fut sélectionné en sélection, une reconnaissance importante de son talent. Bien qu'il n'ait joué qu'en tant que remplaçant, l'expérience acquise lors de ce voyage historique fut inestimable pour sa carrière. Après la Coupe du Monde, Ado a continué d'être un gardien fiable pour les Corinthians pendant plusieurs années. Cependant, des blessures au poignet et à l'épaule n'ont pas duré aussi longtemps que prévu. Il a pris sa retraite assez tôt et s'est tourné vers les affaires et l'éducation. Ado a ouvert des écoles de football à São Paulo, axées sur l'apprentissage de valeurs essentielles par le sport. Il a choisi une vie privée, loin des controverses du monde du football. Le sang-froid d'un gardien de but a permis à Ado d'aborder sereinement sa reconversion après le football. Il n'a pas laissé la gloire passer l'aveugler, mais s'en est servi comme d'un tremplin pour bâtir son avenir. Aujourd'hui, Ado mène une vie confortable et heureuse auprès de sa famille. Il est la preuve que la gloire en Coupe du Monde n'est peut-être qu'un chapitre, mais qu'elle ne constitue pas l'intégralité de l'histoire de la vie.